La tuberculose est une maladie d'une importance capitale dans le monde. Elle dépasse les frontières nationales. Elle est présente partout. Il n'y a pas un seul pays au monde qui n'ait pas de tuberculose. Le traitement de la tuberculose nécessite de nombreux médicaments et de nombreux mois de thérapie, ce qui rend son contrôle encore plus difficile, d'autant plus que la tuberculose est principalement une maladie des milieux pauvres en ressources. J'ai reçu un appel. On m'a dit, non, vous avez une tuberculose multirésistante. J'étais très surpris et j'étais très stressée. J'étais très stressée par le terme multirésistant. J'ai commencé à tousser au début. J'ai commencé à tousser fort. Je toussais depuis 2 mois. J'ai compris que c'était quelque chose de grave. Je pensais que c'était une bronchite ou que j'étais simplement malade. Puis j'ai découvert que j'étais malade. J'étais très contrariée. J'étais choquée. J'ai beaucoup pleuré. Cela m'a alarmée parce que tous les plans que j'avais, tout allait partir en fumée, comme on dit. Nous vivons actuellement une sorte de renaissance de la recherche et du développement de médicaments contre la tuberculose, dans la mesure où quelques nouveaux médicaments ont vu le jour au cours des 10 ou 12 dernières années. Nous commençons enfin à voir de nouvelles thérapies développées et lancées sur le marché pour avoir un impact réel sur la vie des gens. J'avais été recrutée pour un autre traitement avancé. Je peux le qualifier d'avancé parce que je ne prenais que 7 comprimés par jour contre 32 auparavant. Et j'étais très heureux d'apprendre que le traitement durait 6 mois au lieu de 9. Vous ne pouvez jamais omettre de prendre les pilules parce que quelque chose pourrait mal tourner ou que vous ne pourrez pas bien récupérer. Maintenant, je me sens aussi bien qu'avant. Je suis contente parce que je me suis améliorée depuis plus rapidement, donc je n'ai pas perdu beaucoup de temps. Notre véritable objectif ultime, il est tellement réalisable qu'il est en fait, je ne veux même pas dire qu'il est ambitieux, mais tout à fait réalisable, et de mettre au point un régime médicamenteux qui pourrait réellement traiter tous les patients atteints de la tuberculose, quel que soit leur état de sensibilité aux médicaments, d'une manière qui puisse être mise en œuvre dans des contextes de revenus faibles ou moyens et qui allège la charge des patients individuels et des systèmes de soins de santé en général. C'est notre objectif. Bonjour, bonsoir, là où vous êtes dans le monde et bienvenue au webinaire des parties prenantes de l'Alliance contre la tuberculose. Je suis Mitchell Warren, directeur exécutif et président de l'Association des parties prenantes de l'Alliance contre la tuberculose. Nous sommes tellement ravis qu'il y a tant de personnes connectées à partir de beaucoup de pays dans le monde et j'aimerais vous rappeler que vous pouvez voir entendre des langues différentes avec une interprétation simultanée en portugais, russe, français et espagnol. Vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation en bas de votre écran. On aimerait aussi entendre vos propos, vos commentaires. Évidemment, c'est difficile à faire en virtuel avec Zoom, mais on vous encourage à soumettre vos questions aux panélistes pendant ce webinaire. On va faire de notre mieux pour répondre à toutes ces questions et nous allons aussi poursuivre avec les membres et l'association avec des réponses s'il y a des questions qui restent sans réponse. Donc, veuillez utiliser la fonction chat, la boîte à discussion ou questions et réponses, QA, pour poser vos questions. Ce webinaire est enregistré pour que vous puissiez avoir accès après pour ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. L'Association des parties prenantes, c'est l'un des groupes consultatifs les plus anciens de l'Alliance TB et nous travaillons avec beaucoup de partenaires dans le monde de la santé et en fait,
cela date de 2000 lorsque l'organisation a été fondée. Le SHA est vraiment un moteur derrière non seulement le travail de l'Alliance TB, mais aussi en travaillant dans cet espace plus général de la tuberculose. Beaucoup d'entre vous ont été impliqués dans cette association bien avant moi. Certaines ont été même là lors de la première réunion au CAP. Et j'aimerais donc reconnaître ce parcours que vous avez fait pendant ces 22 ans. Et comme vous avez vu dans la vidéo, nous commençons vraiment à voir les progrès de tous ces efforts. J'aimerais aussi remercier Paul Sommerfeld, le directeur du secrétariat de SHA, et qui fait un travail essentiel au nom de l'Alliance depuis longtemps. En réfléchissant au CAP il y a 22 ans, c'était une époque où on avait beaucoup de travail à faire dans le contexte de la tuberculose et évidemment, on pourrait le faire en présentiel en ce moment-là. Et c'est tellement utile d'avoir cette réunion des parties prenantes en présentiel chaque année. Malheureusement, on est dans la 3e année de travail virtuel et nous travaillons tous dans des contextes très différents dans cette nouvelle réalité virtuelle. Nous sommes maintenant habitués à des interruptions dans nos vies professionnelles et personnelles, mais on a quand même tiré beaucoup de leçons dans cette pandémie et des apprentissages qui sont à la base de nos discussions scientifiques et techniques et qui nous rappellent également d'autres pandémies qui existaient bien avant la COVID-19 et qui sont toujours parmi nous. Je travaille au quotidien dans le monde du VIH et il y a tellement de points en commun avec le travail dans le domaine de la tuberculose. La recherche, le développement est essentiel pour mettre fin à toute pandémie, que ce soit la COVID-19 ou la tuberculose. Mais ce n'est pas uniquement la recherche, c'est une question de volonté politique, d'engagement communautaire, de fonds et de ressources pour faire progresser la science. Et on a vu cela dans cette destinée que l'engagement des parties prenantes, l'engagement communautaire avec un appui communautaire et l'appui des organisations de philanthropie, des industries et des gouvernements, nous pouvons réaliser de grandes choses. Et pendant cette pandémie de la COVID-19, on a pu constater ce qui est faisable lorsque nous poussons vraiment la recherche, le développement et une injection de fonds importants quand nous avons et une volonté politique très robuste et on a les ressources, nous voyons ce qui est possible, ce que nous pouvons faire. Et nous avons pu développer des médicaments et des thérapies très rapidement. Mais cela nous rappelle aussi que, en fait, la science, ce n'est pas uniquement la science qui va mettre fin aux épidémies, c'est lorsque ces produits sont disponibles de manière équitable et juste à travers tout le monde tout entier. Et c'est un sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans nos débats, parce que dans la vidéo, nous avons entendu qu'il y a eu cette transformation remarquable. Et maintenant, on a développé des médicaments, des produits, mais maintenant, c'est une question de rendre ces produits accessibles. Et on n'avait pas besoin de la COVID-19 pour nous rappeler de cela, car il y a cette question d'accès et d'équité qui est tout aussi importante que la science. Si on passe à la diapo suivante, vous pouvez voir la diversité de nos membres de cette association des parties prenantes. J'aimerais remercier nos partenaires qui sont avec nous depuis 22 ans et d'autres qui viennent de nous rejoindre plus récemment. Vous pouvez voir la diversité de cette association. C'est une association très inclusive, beaucoup d'acteurs qui travaillent dans la recherche, dans l'industrie, mais aussi les défenseurs, les représentants de la société civile qui collaborent avec nous pour faire avancer nos priorités. Maintenant, pour vous donner une idée de l'état actuel de l'Alliance du TB, l'Alliance contre la tuberculose, et nous allons aussi parler de nouvelles innovations en matière de recherche et de développement et avoir une panel modéré. Avant cela, nous aurons un discours d'ouverture de Amy Berra. Ensuite, nous aurons Eugene Sun qui va nous donner le bilan des nouvelles innovations en matière de recherche et de développement. Ensuite, une discussion d'experts menée par Kate O'Brien qui va donc traiter de la question d'expérience avec BPAL.
Ensuite, on revient à Mel Spiegelman, président et directeur général de l'Alliance contre la tuberculose, qui va nous parler de l'état de l'Alliance. Et ensuite, nous aurons une période de questions et de réponses et un débat. On a beaucoup de faire pendant les 90 minutes. Je vous encourage à commencer déjà à afficher vos questions dans la boîte à discussion. Avant cela, nous avons un message préenregistré de notre intervenant principal et nous sommes vraiment heureux de pouvoir avoir cette présentation aujourd'hui. J'ai dit en l'absence de financement et en l'absence de la volonté politique que la science ne peut pas avancer. Donc, je suis heureux de pouvoir vous présenter le représentant Ami Berra, Chambre des représentants des États-Unis, qui représente l'État de la Californie et qui est aussi médecin. Et le fait de rassembler sa profession médicale et ses activités politiques va nous aider à comprendre ce qu'il faut faire pour vraiment attirer l'attention des leaders à ce moment très important dans notre histoire. Monsieur Berra est aussi membre du groupe parlementaire portant sur l'élimination de la tuberculose et nous croyons qu'il est tout à fait possible de faire avancer ces progrès. Il est aussi le député qui a parrainé un projet de loi portant sur la tuberculose aux États-Unis et il a été vraiment un leader dans le domaine de la science et politique. Bonjour, je suis le député Amy Berra du 7e district du Congrès de la Californie. Je tiens à remercier l'Alliance de la tuberculose pour me permettre de faire quelques commentaires préliminaires. Pour les besoins de ces commentaires, je vais mettre mon chapeau de médecin plutôt que mon chapeau de membre du Congrès. Alors que nous pensons aux 2 dernières années de la pandémie et que nous espérons entrer dans le dernier chapitre, celui du passage de la pandémie COVID à la COVID endémique et apprendre à vivre avec, nous ne pouvons pas perdre de vue l'impact que la pandémie a eu sur d'autres maladies infectieuses dans le monde, en particulier la tuberculose, qui tue depuis des générations. Et je crains que certains des progrès réalisés en termes de, j'aimerais dire, l'éradication de la tuberculose, mais certainement une meilleure gestion de la tuberculose et la réduction de la prévalence de la tuberculose ont pu être perdus au cours des 2 dernières années en ce qui concerne l'accent mis sur la COVID-19. Ce que je dirais, c'est que cela crée également une opportunité pour nous. Alors que nous commençons à réfléchir ici au niveau national, l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont été si durement touchés par la COVID-19 est que nous avions un système de santé publique négligé et que nous avons laissé s'atrophier. Alors que nous avons dépensé des milliards de dollars pour essayer de vacciner les gens contre la COVID-19, et vaincre ce virus, nous devrions nous appuyer sur ces investissements et mettre en place un système de santé publique qui va nous permettre d'être plus efficaces et de fournir de meilleurs soins pour la tuberculose, qu'il s'agisse de thérapie sous observation directe lorsque quelqu'un est traité pour la tuberculose ou d'une meilleure surveillance et d'éducation dans les communautés. Alors que nous essayons de vacciner le monde contre la COVID-19, nous aurons besoin d'une main-d'œuvre en santé mondiale qui pourra non seulement vacciner contre la COVID-19, mais aussi construire l'infrastructure nécessaire pour s'attaquer à d'autres maladies infectieuses comme la tuberculose, le paludisme et d'autres qui existent déjà. Si nous faisons cela et si nous le faisons de manière intelligente, nous pourrons prendre de l'avance sur la tuberculose et continuer à travailler à son élimination. Enfin, cela a été tout à fait remarquable. Si vous m'aviez demandé au début de la pandémie si nous aurions pu disposer de vaccins contre la COVID-19 en 11 mois, j'aurais répondu que c'était vraiment exagéré. Mais nous l'avons fait et nous avons pu créer plusieurs vaccins très sûrs et très efficaces. Si nous consacrons du temps et des efforts de recherche à travailler avec l'Alliance TB et d'autres, des percées spectaculaires sont en train de se produire ici même. Donc, continuons et redoublons nos efforts pour mieux gérer, réduire et finalement éradiquer la tuberculose. Nous avons le savoir-faire, nous avons les grandes installations universitaires qui peuvent faire cette recherche, nous avons la volonté. Je vous remercie donc encore une fois pour tout le travail que vous faites. Ce fut un honneur pour moi en tant que membre du Congrès et médecin de travailler avec les membres de l'Alliance. Et encore une fois, soyez en bonne santé, soyez en sécurité et soyons ensemble pour éliminer la tuberculose à l'avenir. Merci.
Merci, représentant Bera, pour ces mots d'encouragement et pour nous avoir inspirés et aussi pour souligner l'urgence de faire face à de multiples épidémies. Je vais maintenant donner la parole à Eugène Sand, directeur de recherche et de développement auprès de l'Alliance CTB, qui va parler des innovations en matière de recherche et de développement. À vous, Eugène. Merci, Michel. Bonjour, bonsoir à toutes et à chacune. Merci de votre participation. Comme Mitchell et le député Bera l'ont dit, ce fut des années assez difficiles à cause de la pandémie de la COVID-19, mais malgré cela, notre mission reste constante, la même. Notre vision, notre mission est simple, notamment de développer des médicaments plus simples, plus courts, plus accessibles et des thérapies plus simples, courtes et accessibles pour réduire la mortalité provoquée par tuberculose et sauver des millions de vies. Et à droite, comme vous pouvez voir, l'accomplissement de notre mission nécessitera une réserve durable de nouveaux médicaments pour établir une base de régime médicamenteux universel efficace pour toutes les personnes atteintes de tuberculose. On aura aussi besoin d'une thérapie ultra courte et efficace contre l'infection latente. Et aussi, il faut aborder les défis liés au traitement des enfants atteints de la tuberculose. Je voulais commencer par un aperçu visuel du portefeuille de médicaments sur lequel l'Alliance travaille. Évidemment, je ne vais pas lire chaque boîte ici qui représente un médicament ou un composé ou une cible de recherche, mais je vais souligner quelques-uns dans les diapos suivantes. J'aimerais attirer votre attention en bas de cette diapo. Il y a tellement de partenaires qui sont listés ici. Nous travaillons avec toute une gamme de partenaires dans les milieux universitaires, l'industrie, les consortiums, les ONG et les bailleurs de fonds, les gouvernements. Donc, nous ne faisons pas ce travail seul. Nous travaillons avec un réseau extensif ou très vaste de partenaires qui sont tous investis dans cette même mission. Je vais commencer par l'étude NIXTB. C'est un essai phase 3 qui a mené à l'approbation préliminaire de prétominique, qui est le premier médicament que l'Alliance TB a pu développer avec succès et le premier médicament que nous avons pu développer dans le contexte d'un un régime de 3 médicaments qui s'appelle BPAD. Et l'étude fondamentale s'appelait NIXTB. Vous connaissez peut-être cette étude, NIXTB. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf pour dire que ce qui est démontré ici a été publié dans le journal de médecine de New England il y a 2 ans et on a eu une étude portant sur 109 patients avec 2 tiers qui avaient une ultra résistante et un tiers qui n'a pas pu être traité à cause d'une intolérance ou non-réponse ou multirésistance. 9 patients sur 10 avaient donc eu un résultat favorable qui a été donc déterminé par une guérison sans rechute 6 mois après la fin du traitement. 90% des sujets atteints de tuberculose, on avait suivi donc ces patients depuis pendant une période de 18 mois après, donc 2 ans après la fin du traitement, on a réexaminé ces patients et on a prouvé que le taux de guérison assez élevé qui a été constaté à la fin de l'étude a été maintenu après la période de suivi.
Aussi, l'efficacité était élevée, s'est maintenue pendant les 2 ans de suivi. Aussi, dans le régime BPAL, à cause de la gravité des patients atteints de la tuberculose dans cette étude, donc on avait un dosage assez élevé et les effets indésirables étaient toujours possibles, mais nous avons eu des protocoles très souples pour adapter le dosage le cas échéant. Et chaque patient a pu compléter cette étude. Donc, dans l'étude suivante, on voulait optimiser davantage le régime BEPA. Donc, on a mené un appel de suivi qui s'appelle Xenix pour optimiser le régime BEPA. Toutes les données de NIX, et les données du suivi de 2 ans et les résultats de neuropathie ont été présentés lors d'une conférence en juillet de 2021. Donc, c'était la réunion de la Société internationale du sida. Et je vais parler donc rapidement de Zinix. Zinix a eu une participation de 181 patients et dont un nombre important était ultra-résistant. Ensuite, on a ajouté notre catégorie ultra-résistant et 4 groupes ont été randomisés pour les différents dosages de l'énisolide qui est démontré sur la partie gauche de l'écran. Le dosage l'énisolate qui a été utilisé dans Nix et ensuite en bas représente les dosages plus bas ou bien une durée de temps euh, plus limitée. Et ce que nous voyons, c'est que les résultats étaient autour de 90%. Et du côté droite, on a aussi élargi la diversité géographique. NIX était une étude menée exclusivement en Afrique du Sud. Zinix a eu des patients, majorité des patients étaient en Europe de l'Est et en Russie, en plus de ceux qui étaient de l'Afrique du Sud. Prochaine diapo. Beaucoup de données de Zinix sont vraiment résumées dans ces 2 tableaux. À gauche, la courbe qui démontre le délai avant d'avoir des résultats non favorables qu'on n'a pas vu dans la plupart des patients. Et c'était le même pour les 2 types de traitements. Et à droite, le délai avant la première modification de la dose de l'énisoïde. Et on a eu des options assez flexibles pour que les patients puissent rester dans cette étude. Mais on a pu donc modifier la dose de l'énisolide ou la durée de traitement. Et donc, c'est un tableau qui démontre la capacité de pouvoir continuer avec l'énisolide. Et ici, on a pu distinguer les tolérances différentes. En bas, les 2 barres, on représente le groupe 600 mg avec un traitement de 6 mois. L'importance de cette étude, comme souligné ici, c'est que le taux de réussite élevé de NIX-TB a été reproduit dans 4 groupes de traitement. Et avec Xenix, on a étendu la population géographique, comme je l'ai dit, en ajoutant d'autres patients provenant d'autres régions géographiques. Et comme je l'ai dit au début de mes propos, l'objectif de notre travail à l'Alliance TB, c'est de développer, de produire et de pouvoir offrir des régimes médicamenteux qui peuvent être efficaces, sûrs et accessibles. Et BEPAL, comparé à ce qui était disponible avant BEPAL, cela représente donc des avancées très significatives. Le FDA a reconnu l'importance et la nouveauté de BP en donnant une approbation selon une nouvelle voie de recommandation qui s'appelle LPAD.
pour les médicaments antimicrobiens, pour, précisément pour les maladies infectieuses indiquées pour les patients ayant les besoins les plus importants. Un autre aspect unique par rapport à cette approbation de FDA, c'est que ce n'était pas uniquement pour le médicament, mais dans le contexte précis du régime BEPAL. C'est ainsi que Prédominide a été étudié et ce qui vraiment souligne le principe d'utiliser de nouveaux médicaments dans les contextes où ils auront le plus d'efficacité plutôt que les monothérapies en série qui ne vont pas réussir forcément. On a vu cela dans le domaine du VIH, SIDA. Et donc, c'est aussi une innovation de BEPAL. Aussi, d'autres organes de réglementation ont approuvé Prédominique dans le contexte de ce régime BEPAL dans les pays comme l'Inde, Afrique du Sud et d'autres. L'OMS a publié des directives rapides peu après l'approbation de la FDA et va convoquer une réunion dans quelques semaines pour évaluer les nouvelles données représentant les essais BEPAL et d'autres sources de données. Ce qui est aussi important, comme Mitchell l'a mentionné dans ses propos d'introduction, notre mission consiste à assurer les médicaments accessibles et abordables. Et nous avons travaillé dans ce sens en établissant des partenariats commerciaux pour promouvoir un meilleur accès et promouvoir également, favoriser une concurrence des génériques afin de pouvoir encourager d'autres parties prenantes à adopter ce nouveau régime médicamenteux. Je voulais parler du fait aussi que la base de données probante pour les régimes contenant du BEPAL est en train d'être élargie par les biais d'autres essais, d'autres activités. Je vais noter un essai qui s'appelle l'essai TB Practical, parrainé par MSF. Et on a collaboré avec cette organisation dans le cadre de cet essai. Cet essai est en 2 étapes, évaluant 3 régimes à base de BEPAL dans la tuberculose résistante à la rifampicine et randomisée par un groupe de contrôle. Et nous allons évaluer les résultats de cet essai dans plusieurs semaines pour voir s'il faut et les directives initiales de l'OMS vont être mises en œuvre dans le cadre du BEPAL. Et ça, c'est donc dans le cadre de la recherche opérationnelle. Et un nombre de pays sont en train d'utiliser cela et ces directives et certaines qui sont listées ici, certaines organisations sur la liste ont lancé ou prévoient de lancer des programmes de recherche opérationnelle ou des programmes similaires, y compris Alta de Recherche, USAID, l'OMS TDR et un projet de collaboration qui s'appelle LIFT-TB, qui est un consortium de partenaires en Corée du Sud et aux Pays-Bas. En termes, ça c'est pour BEPAL et l'état actuel du BEPAL, mais on se tourne vers l'avenir aussi pour dépasser même le BEPAL et réaliser notre objectif ultime. Nous avons plusieurs projets en cours que je vais expliquer rapidement, mais nous visons à améliorer les composés individuels des régimes médicamenteux et on pourrait faire ceci de plusieurs façons. Nous cherchons toujours à trouver de nouveaux moyens de traiter la tuberculose parce que la tuberculose, comme toute autre maladie, s'évolue et devient résistante. Et malgré ces nouveaux médicaments très promoteurs, finalement, il est inévitable que la tuberculose va devenir résistante à ces médicaments aussi. Donc, il faut une pipeline de médicaments durables, si vous voulez, et il faut raccourcir aussi la durée de traitement de
9 mois à 6 mois, et 6 mois, c'est assez long quand même. Si vous pensez à d'autres maladies infectieuses, c'est une période assez longue. Donc, on envisage de passer des mois aux semaines et finalement de développer des régimes universels qui peuvent être utilisés pour tout le monde sans se préoccuper de la résistance aux médicaments. Prochaine diapo. Alors, nous remplissons la pipeline de ces 3 façons qui ne sont pas restreintes à la tuberculose. Nous pouvons commencer par des mécanismes connus que nous savons fonctionnent et essayer donc de modifier ces composés. Certains des composés dont je vais vous parler représentent des versions améliorées de médicaments connus, et nous pouvons prendre des cibles qui sont connues, qui nous savons fonctionnent, et trouver de nouvelles façons de les bloquer, par exemple le VIH, la classe NNRTR et la classe RTR. Il y a cette stratégie, puis nous avons des programmes sur ces lignes telles que les cibles nouveaux pour la polymérase et d'autres mécanismes connus. Et puis, nous pouvons rechercher quelque chose de tout à fait nouveau, de la biologie, des sentiers dérivés de la biologie pour atteindre la cible. Il s'agit d'approches, bien sûr, qui représentent la meilleure chance d'éviter la résistance aux médicaments, mais qui ont la plus faible probabilité de succès parce que vous prenez un chemin qui est tout nouveau. Alors, il s'agit de nos approches de base pour remplir la pipeline. Prochaine diapo, très brièvement. Ce que j'appellerais la pipeline de développement précoce, découverte tardive à l'Alliance, ressemble à ceci. Nous avons quelques oxazodinones nouveaux. Il y a le médicament dont je vous ai parlé du régime BEPAL. Nous avons deux de nouveaux diarylquinolines ou nous pensons qu'il y a des améliorations à faire, tel qu'est le cas avec tous les médicaments, et ces 2 composés sont très prometteurs à cet égard. Ils passent par la première phase, représentant donc la 3e approche de l'approche précédente. Une nouvelle cible, c'est un mécanisme de la paroi cellulaire. Donc, c'est donc un composé qui est dans une étude de phase 2. Et puis, il y a aussi une nouvelle cible, MMPL3, les inhibiteurs de MMPL3. Nous espérons trouver une molécule principale dans les quelques mois à venir. Prochaine diapo. Quelques mots pour souligner un de ces composés. 876, la prochaine génération de diarylquinoline. Les données précliniques suggèrent une puissance bien plus élevée contre la tuberculose, le potentiel de surmonter les mutations résistantes qui commencent à être perçues dans l'utilisation clinique, et un profil de sécurité qui promet, encore une fois, d'avoir un profil clinique plus favorable. Et bien sûr, tout cela doit être démontré dans des essais cliniques, et nous passons par nos activités de la phase 1. Nous espérons atteindre la phase 2 au début de l'année prochaine. Prochaine diapo. Alors, j'aimerais conclure par quelques diapos qui parlent de différentes approches. L'une est que nous essayons de suivre l'exemple du domaine de l'immunologie. Nous savons que la tuberculose, que l'Homo sapiens est dans une bataille yin-yang sur le front immunologique. Et à ce jour, nous n'avons vraiment pas attelé le système immunitaire humain de sorte
ou de la même façon que les autres domaines de la médecine, les maladies immunologiques, l'oncologie. Il s'agit d'un domaine très compliqué et nous exploitons une autre technologie, l'intelligence artificielle, afin d'essayer de mieux comprendre les sentiers immunologiques qui peuvent produire des cibles qui peuvent venir en complément aux médicaments que nous utilisons pour traiter la tuberculose pour accélérer la guérison dans les patients. Il s'agit là de ce que démontre cette diapo. Il y a quelques collaborations avec des entreprises qui sont investies dans cette technologie. Finalement, prochaine diapo, je voulais juste reconnaître que nous ne travaillons pas seuls dans ce domaine. Je pense que les dernières années ont vu non seulement une certaine renaissance au niveau des médicaments dans la pipeline de la tuberculose, mais la participation de plus d'organisations, de bailleurs, et nous sommes reconnaissants pour cela et nous comprenons que l'avenir de la tuberculose implique de travailler dans ces réseaux collaboratifs parce que les composés qui sont représentés ici viennent d'une variété de sources et nous sommes agnostiques quant à la source d'une innovation. Alors, nous nous intéressons toujours et nous sommes toujours disponibles pour des partenariats avec des individus, des organisations, afin de développer des actifs qui pourraient contribuer au but ultime que nous recherchons, c'est-à-dire des médicaments ou des régimes sûrs, courts, efficaces, qui peuvent traiter tout un chacun. Je pense que c'est la conclusion de ma présentation et je m'attends avec impatience aux questions-réponses. Eugène, merci beaucoup. C'était riche de maintes façons quand nous parlons de la pipeline, mais aussi quand vous parlez du partenariat dans la pipeline et dans l'association. Il y a des questions qui entrent et je vous encourage de continuer à les poser. Mais maintenant, j'aimerais passer la parole à Kate O'Brien, qui est une membre de longue date de l'association. Elle est survivante de la tuberculose, une défendresse remarquable qui va présenter un panel magnifique pour parler non seulement de la science que Eugène nous a décrit, mais vraiment le déploiement mondial du régime BEPAL dans la dernière année. Merci Mitchell, je suis si enthousiasmée d'être ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une expérience personnelle avec le traitement tuberculeux. Et donc, je comprends le besoin de l'innovation parce que même la tuberculose qu'on considère comme facile à traiter, vous l'avez entendu, en 2015, quand j'étais enceinte avec mon deuxième fils, parce que j'étais enceinte, mon foie était plus sensible aux médicaments. Contre la tuberculose, il était difficile donc de trouver un régime. C'est avec ce point de vue que je veux vraiment entendre et célébrer les avancées les plus récentes pour rendre le traitement tuberculeux plus simple, plus court pour les tuberculoses qui sont les plus difficiles à traiter, les formes les plus difficiles de la maladie. Nous sommes vraiment chanceux d'avoir 4 intervenants merveilleux aujourd'hui de l'Ukraine, de NIPP. Il y a la docteure Natalia Vikela. Ils ont été le premier pays en 2020 d'initier la recherche opérationnelle du régime BEPAL et du Centre national de la tuberculose du Sud-Est. Il y a le Dr. Connie Haley qui a joué un rôle clé dans l'introduction du régime BEPAL aux États-Unis depuis son approbation par les États-Unis en 2019. De la République de la Corée, Stephanie Young est chef de la division de la santé mondiale du Centre international de la tuberculose, qui est un partenaire clé dans le programme de la tuberculose qui s'engage à la recherche opérationnelle sur le BEPAL dans plusieurs pays de la recherche et je suis vraiment contente de souhaiter la bienvenue à Mme Hernandez qui était parmi Auréline Fernandez qui est parmi les premiers à être traités par BEPAL.
depuis son approbation en 2019. Je vous remercie de votre présence. Je vais maintenant passer à le docteur Litvinenko, et j'aimerais en entendre plus sur décembre 2020, quand l'Ukraine est devenue le premier pays au monde à inscrire des patients dans un programme de recherche opérationnelle pour le régime EPAL. Pourriez-vous résumer les progrès réalisés à ce jour à cet égard? Pour l'expérience de l'Ukraine, oui, l'Ukraine est le premier pays du monde à commencer à mettre en œuvre le BEPAL sous des conditions de recherche. Et cette mise en œuvre a été réalisée avec un projet avec une ONG ukrainienne, avec un soutien technique et un financement pour le partenariat. Pendant 2021, nous avons inclus dans le traitement BEPAL 130 patients. Parmi ces patients, 24 patients ont été exclus parce qu'ils avaient des critères d'exclusion. Le problème était la résistance à différents médicaments, et à mon esprit est, par exemple, notre expérience pour montrer ces résultats. En fait, cela a été important pour la mise en œuvre parce que avant de commencer le régime court, par exemple BEPAL ou un autre régime court, il faut recevoir des informations complètes sur la résistance à tous les médicaments. C'était un problème parce que nous avons reçu le DST phénotypique pendant pendant durant après 2 semaines d'utilisation de l'initiation de BEPAL, certains patients ont eu des effets indésirables sérieux. Certains patients n'ont pas eu une très bonne adhésion au traitement. Un grand problème pour nos patients, mais 120 patients n'avaient pas de critères d'exclusion et on continue avec le traitement ou bien ont terminé le traitement. Et je peux vous montrer des résultats. Nous avons reçu des résultats excellents pour notre cohorte et par exemple pour la première cohorte, ces patients ont initié le traitement en 2021 jusqu'en juin 2021. Nous avons eu un traitement complet pour 77 patients, 92,8 de pourcentage. Juste un patient a enregistré, donc perdu de vue. 4 patients ont échoué, mais c'est un échec pour des effets indésirables, sérieux, et le BEPAL a été arrêté pour ces patients. Nous n'avons pas enregistré un pilote pour
un manque de conversion. Pour tous les patients qui ont commencé et complété le Bepal, on enregistre cette conversion et juste un patient est décédé et notre réussite, notre taux de réussite est de 92,8 des patients. Il s'agit de très bons résultats, très bonne expérience pour nous. Et si vous avez des questions, je vous en prie. Alors, vous avez eu ces résultats. Quelle a été la réaction du programme national quand vous leur avez communiqué les résultats? Les programmes nationaux ont été très positifs, professionnels et et ont été ont eu donc une réponse très amicale aux résultats. Nos résultats ont été la raison en fait, ces résultats excellents étaient la raison principale pour l'enregistrement, du d'un des médicaments en Ukraine et ça sera une autre étape pour la mise en œuvre de Bepal dans toute l'Ukraine pour sous des conditions de recherche opérationnelle. Il se peut que nous recevions Pritaminide en Ukraine en mars, nous avons reçu cela en mars 2021. Si nous ne recevons pas si nous n'avons pas donc d'autres problèmes, nous allons lancer cette grande opération de recherche opérationnelle en avril 2022. C'est merveilleux. Nous avons appris que l'Ukraine a donc complètement approuvé Prétonomide pour à peu près 1000 traitements. Pour ce que je sache, les patients sont maintenant traités en dehors d'un environnement de recherche opérationnelle. C'est ce qui va avoir lieu en avril. Les patients sont très contents de recevoir ce régime court qui ne dure que 6 mois et qui ne comprend, il ne comprend que 3 médicaments. Il ne s'agit que de médicaments par voie orale. C'est vraiment très facile pour les patients et il n'y a pas de problème d'adhésion. En fait, nous avons eu une très bonne expérience en Ukraine et il n'y a pas de problème avec les patients ou avec la conformité avec le Bepal et nos patients. Vous avez beaucoup de succès, donc quel message avez-vous pour d'autres pays et d'autres programmes nationaux de la tuberculose qui évaluent l'utilisation d'un traitement de 6 mois pour la tuberculose qui est très résistante aux médicaments? Le Bepal est un meilleur régime, par exemple, comparé avec d'autres régimes courts. Par exemple, les régimes courts pour les patients avec la multirésistance, il y avait 5 médicaments, le régime MSDM. 5, c'est beaucoup de médicaments. Oui, oui. Il y a eu une recherche opérationnelle dans 11 pays avec l'utilisation de MSDMI, mais ces régimes comprennent donc 5 médicaments pendant 9 mois. Et donc cela n'est pas très ces patients, ce régime non, les médecins utilisent cela
avec la résistance à certains médicaments, mais ce régime n'est pas meilleur que le Bepal. Mais le Bepal, nous l'utilisons pour les patients avec un niveau très élevé de résistance. Mais ce régime, juste 6 mois, juste 3 médicaments, pour moi, c'est un message pour l'Alliance de la tuberculose et d'autres organisations qu'on devrait donc développer de nouveaux régimes pour des patients qui seraient plus courts, peut-être pas aussi longs que 6 mois, peut-être 3 ou 4 mois. Il devrait s'agir d'un régime uniquement oral qui ne devrait pas comprendre plus de 3 médicaments, à mon avis. C'est ce qui devrait avoir lieu. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à Stéphanie. Stéphanie Jean, j'aimerais vous poser des questions. Aussi, le programme LIFT-TB a été lancé grâce à un financement de la Corée pour faire avancer la recherche opérationnelle du régime BEPAL dans les pays à forte charge de morbidité. Et l'ITRC a été un partenaire clé pour y parvenir. Comment résumeriez-vous les progrès que vous avez constatés dans les pays LIFT-TB avec lesquels vous avez travaillé? Merci, Kate, pour la question. J'aimerais commencer avec des informations d'arrière-fond sur ce programme d'FTB qui est cofinancé par COICA GDF et l'Alliance TB. Alors, l'objectif de ce projet, c'est d'enquêter sur l'efficacité, la sécurité du régime BEPAL par le biais de la recherche opérationnelle dans 7 pays du Sud-Est et de l'Asie du Sud-Est. Il inclut les Philippines, le Myanmar, le Vietnam, l'Indonésie, le Pakistan, l'Ukraine, le Kyrgyzstan pendant la période de 2020 jusqu'à 2024. Alors, pour ce projet, l'ITRC offre un soutien technique sur le renforcement de la capacité au niveau des laboratoires pour 7 pays avec une coordination globale de ce rôle de coordination globale aux Philippines et au Myanmar. Et puis, le KCB donne un soutien technique pour le niveau clinique et pour ce rôle de coordination globale pour les 5 pays, restants dans le programme. Depuis le début de la mise en œuvre à la fin de 2020, nous avons observé un progrès important qui a été réalisé en 2021 et jusqu'à ce jour, pour ce qui concerne la mise en œuvre de BEPALOAR et dans ces pays projets que je viens de vous énumérer, à un niveau, je pourrais dire en résumé que nous avons maintenant 6 pays où la recherche opérationnelle ou le protocole a été prouvé, l'inscription du traitement des patients a déjà commencé et 3 pays parmi ces pays, y inclut l'Ukraine, sont à l'étape de mise à échelle parce que les traitements de BEPAL ont été introduits avant le LIFT-TB par le biais d'un projet. Donc, en dehors de ce développement du protocole OR et l'approbation normale par les autorités pertinentes et le comité de déontologie, il y a eu un travail important qui a été réalisé avec un travail toujours en cours avant donc le début de la recherche opérationnelle dans ces pays. Il y a eu donc une évaluation de l'état de préparation des laboratoires, une formation au niveau clinique et laboratoire, le niveau médicaments et matériel aussi, sélection de l'outil, des outils de collecte de données. Et dans certains cas, il faut mettre en place des accords avec les différentes entités pertinentes. Nous avons vu globalement un progrès assez impressionnant dans le projet LIFT-TB dans ces pays de mise en œuvre. Voilà. Ah, c'est merveilleux d'entendre ce qui a eu lieu au niveau de tous les pays. J'aimerais vous remercier pour votre temps. Nous allons revenir vers mon amie Roline. Je suis vraiment passionnée et contente
de vous revoir sur l'appel. Essentiellement, la pers la ce que les gens veulent vraiment entendre, c'est ce à quoi ressemble l'expérience de prendre ce régime BEPAL. J'aimerais vous poser donc des questions sur votre expérience. Comment vous vous êtes senti quand vous avez entendu que vous aviez la tuberculose? Moi, je ne vais jamais oublier cela. J'ai été diagnostiquée avec la tuberculose en 2020. C'était un choc en fait pour moi. 2020 a été un moment assez euh, fou pour entendre que vous aviez la tuberculose, parce qu'il y avait la Covid. Pouvez-vous pouvez-vous me dire un peu sur comment était cette expérience quand on vous a diagnostiqué avec la tuberculose? Savait-il que vous aviez la tuberculose, résistante aux médicaments, ou est-ce que vous avez simplement été diagnostiqué avec la tuberculose? Pas au début. Au début, j'ai eu un accident de voiture, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais la tuberculose. J'avais la Covid, ce qui a empiré mes symptômes, et plus tard, je me sentais mieux. Alors, j'ai voyagé à la République dominicaine. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais la tuberculose résistante aux médicaments, et je n'ai pas pu rentrer aux États-Unis à cause de cela. Ah, ça aurait dû être un peu effrayant. Alors, vous avez en vous avez vu que ou vous avez su que vous étiez malade de la tuberculose résistante aux médicaments? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'ils l'ont traité? J'ai suivi un traitement pendant 1 an, et j'avais déjà été traitée pendant 1 an. Les premiers médicaments antituberculeux, et puis quand vous étiez en République dominicaine, on vous a dit qu'il fallait commencer un autre régime pour la tuberculose MR. Ou oui, après 6 mois en République dominicaine, ils m'ont permis de rentrer. C'est là que j'ai repris, enfin, j'ai commencé le nouveau traitement BEPAL. Alors, parlez-moi de cela, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait entendre. Alors, quand pouvez-vous me parler de cette expérience? Quand on vous parlait de BEPAL, est-ce que ça vous passionnait, de vous étiez enthousiasmé quant à prendre ce nouveau régime? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui était attrayant pour vous? Après avoir suivi le traitement pendant 1 an? Je n'étais pas vraiment enthousiasmée pour le Bepal, parce que le traitement précédent, c'était une très mauvaise expérience pour moi. Parlez-moi de cette mauvaise expérience. Est-ce que vous pouvez répéter? Oui. OK. Désolée, oui. Donc, avec l'ancien traitement, j'avais beaucoup d'effets secondaires. La peau était jaune, j'avais la fièvre, la nausée. C'était pas vraiment, oui, non, c'est pas très agréable, c'est vrai. Et donc, j'imagine que votre médecin vous avait dit qu'il y a un autre traitement disponible qui était plus court, ou comment est-ce qu'ils vous ont expliqué ou proposé ce nouveau régime? Ils m'ont donné beaucoup d'informations, et essentiellement, ils m'ont dit que c'était un meilleur traitement, plus court. OK, c'est bien, c'est formidable. Et donc, ils vous ont proposé cette option et vous avez choisi l'option plus courte. Donc, quelle était l'expérience quand vous avez commencé BEPAL par rapport à l'ancien traitement pour la multirésistance? Et comment est-ce que vous vous êtes senti lorsque vous avez commencé BEPAL? Oui, donc, premièrement, c'était une période de temps plus courte et c'était beaucoup mieux que l'autre traitement, thérapie. J'avais aucun effet secondaire, pas du tout. Ah, bah, c'est formidable. Aucun effet secondaire? Non, aucun. Ah!
Très bien. Eh bien, c'est formidable. Et donc, vous vous sentez bien aussi en prenant ces médicaments, n'est-ce pas? C'est ça l'aspect le plus important. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, parce qu'on peut avoir des personnes sur cet appel qui suivent un traitement contre la tuberculose ou qui travaillent avec ceux qui suivent des traitements contre la tuberculose. Donc, quel est le message que vous aimeriez communiquer pour ceux qui sont à votre place quand on apprend qu'on est atteint de la tuberculose? Eh bien, je suis très heureux d'avoir dépassé cette période et j'ai beaucoup d'espoir à cause de cela. Et aussi, pour ceux qui pourraient faire cette même expérience similaire à la mienne, je vous encourage à ne pas vous décourager et à continuer à aller de l'avant. Merci, c'est formidable. Merci d'être avec nous aujourd'hui et de rester en ligne même quand on a eu des problèmes techniques. Je vais maintenant passer au docteur Connie Haley. Docteur Haley, en août 2019, les États-Unis sont devenus le premier pays à approuver l'utilisation de prétomanide dans le régime BEPAD pour traiter la TB ultra-résistante et TB multirésistante, non réactive et intolérée au traitement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci. Premièrement, je remercie Royland d'avoir partagé votre expérience. Ça va aider tant de personnes d'avoir eu votre témoignage personnel. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer dans la gestion de son cas et je suis vraiment très heureuse d'entendre qu'il se porte bien. J'ai à peu près 20 ans, 25 ans d'expérience dans le milieu universitaire travaillant pour les programmes de tuberculose et en faisant de la recherche clinique. Je vais donc partager la perspective de notre approche avec BEPAD aux États-Unis. Cela a commencé avec un patient individuel et avec une autorisation de la FDA, on nous avait demandé d'aider cette femme qui avait une tuberculose ultra-résistante et elle était aussi atteinte d'un cancer, donc elle avait besoin de traitements supplémentaires pour le cancer. Et ceux qui connaissent le traitement de tuberculose et de cancer, vous savez qu'il y a des niveaux de toxicité très élevés et que ces maladies peuvent provoquer beaucoup de symptômes. Donc, on cherchait à faire ce qui était vraiment la meilleure chose pour notre patient pour qu'elle puisse guérir et avoir un minimum d'effets secondaires et d'effets indésirables. Donc, mes partenaires dans l'État de la Floride et au Centre national de la tuberculose ont suggéré BEPAL. Et c'était un mois à peu près que l'FDA avait approuvé BEPAL. On en a discuté avec elle, on a discuté avec notre équipe et d'autres dans la communauté d'experts TB aux États-Unis. Et on pensait que c'était vraiment un patient idéal pour essayer ce régime. Elle a bien toléré ce régime. En fait, elle suivait d'autres traitements avant d'avoir changé et adopté BEPAL. On a ce qu'on appelle un régime de pont, qui est vraiment une thérapie normalisée. Et elle s'est portée très bien, elle a bien toléré le traitement et ensuite elle a achevé également son traitement de thérapie pour le cancer. Et pour le programme de TB et pour les infirmières, les médecins impliqués dans les soins de cette femme, c'était vraiment très encourageant. Ensuite, on a examiné le cas d'autres patients, un patient en Chine et un autre en Inde qui avaient suivi ce type de traitement BEPAL. Et je suis heureuse de pouvoir dire que ces deux se sont bien portés aussi. Et comme Royland l'a dit, cette jeune femme disait qu'elle se portait vraiment bien, elle se sentait bien même en cours de traitement. Elle n'avait pas d'effets secondaires, si, elle avait peut-être même pas, je pense. Et ensuite, on a continué à évaluer les patients à titre individuel pour déterminer si BEPAL était approprié et indiqué sur le plan clinique. Et on a toujours euh, consulté le patient dans ces discussions et on leur a proposé cette option. Maintenant, on a 70 patients dans ma région et tout,
ces patients, sauf un seul qui est un garçon de 14 ans et sa famille a décidé de ne pas poursuivre Bepal, mais pour les autres, ils ont décidé de poursuivre Bepal et on a géré beaucoup de ces patients dans notre centre. Et pour ces patients, on n'a eu aucun patient qui a dû arrêter Bepal ou qui a eu un échec de traitement. On a seulement un patient qui a dû arrêter après 12 semaines, mais l'allongation des intervalles QTC ont été bien et les patients se sont bien portés et on n'a pas eu vraiment beaucoup d'effets indésirables, et presque pas d'effets secondaires. C'était vraiment donc une grande réussite aux États-Unis. Ah, ben, c'est formidable. J'aime bien d'entendre que les patients sont consultés, que tout est bien expliqué et ils sont informés et c'est proposé comme une option et qu'ils sont intégrés dans la discussion. Vous avez parlé d'effets secondaires et que c'est gérable avec Vepal, ce qui est bien parce que ce régime a certains médicaments qui pourraient être un peu difficiles parfois, l'inézoïde par exemple. Donc, nous avons tous ces essais mixtes dont on a parlé tout à l'heure. Et la dernière question que j'aimerais vous poser, les pays qui utilisent PayPal, comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre ce qui est efficace et ce qui est sûr, prenant en compte les effets secondaires avec ce médicament en particulier? Oui, c'est une très bonne question. Et l'inésolide est l'un des médicaments qui est assez préoccupant en termes de toxicité qui a été démontrée dans l'étude NIX où un niveau plus élevé a été utilisé au quotidien comme le régime de départ. Et aux États-Unis, on utilise l'inésolide depuis assez longtemps. Et on avait développé donc un protocole d'usage. On a commencé avec un dosage de 600 mg qui devrait suffire parce que pour les organismes de TB contre l'inésolide, c'est beaucoup plus bas que les organismes bactériens. 600 mg, donc c'était avéré efficace pour nous comme point de départ. Donc, nous commençons avec cette dose plus bas et ensuite, on suit les patients tout au long de la période de traitement. Et donc, nous faisons une recherche qui démontre que si vous pouvez avoir un niveau de moins de 2, le risque de toxicité est, est assez bas. Et c'est nos constats dans ces 5 à 7 dernières années. Donc, quand on a commencé Baypal, on pensait que sur le plan clinique, on ne pouvait pas commencer avec une dose plus élevée qui était associée avec une toxicité. Et donc, on a continué à utiliser l'inésolide avec nos protocoles, les dosages indiqués. On a dû arrêter cela avec un seul patient jusqu'à présent et c'est parce que cette personne avait d'autres conditions sous-jacentes comme diabète et d'autres et obésité. Mais nous recueillons toutes ces données et nous faisons une compilation des données d'autres études aux États-Unis aussi. Et nous espérons pouvoir rassembler toutes ces informations pour guider les traitements ailleurs. Nous savons que dans la plupart des contextes, on n'a pas accès à ces niveaux de médicaments et certains patients euh, fonctionnent très bien avec 600 mg par jour, d'autres c'est 600 jusqu'à 1200 tous les 2 jours, mais on n'a pas eu de patients qui ont nécessité 1200 mg par jour selon niveau de euh, leur niveau. Donc, ce sera quelque chose qu'il faut donc continuer à analyser, à disséminer ces informations avec ce groupe et d'autres partenaires qui essaient de trouver des moyens plus sûrs d'administrer l'inésolide dans le cadre de ce régime. Merci, Connie, et merci à tous nos panélistes. J'aimerais vous remercier. J'étais un peu trop longue et je m'excuse si j'ai pris un peu trop de temps, mais je dois conclure cette partie. Je vais redonner la parole à Mitchell. J'aimerais vous remercier d'avoir partagé vos expériences. Si quelqu'un aux États-Unis suit un régime de traitement avec Baypal ou autre, nous allons proposer ces informations en espagnol et en anglais. Et vous pouvez donc me contacter. Et donc, j'ai toujours du mal à m'arrêter de parler, mais je vais quand même redonner la parole à Mitchell pour présenter notre prochain intervenant. Merci, Kate. J'aurais pu vous écouter et nos experts pendant longtemps. C'est tellement bien d'entendre les perspectives de tout le monde.
Et comme Eugène l'a dit, et vous-même, c'est une question de nous tous en partenariat. Et c'était vraiment donc parfait. On est à court du temps, mais ce n'est la faute de personne. C'est simplement les défis de cette réalité virtuelle. Mais je suis ravie de donner la parole à Mel Spiegelman, qui a dirigé l'Alliance contre la tuberculose dans tout ce travail pour nous donner une mise à jour rapide de l'Alliance. On a eu de bonnes questions. J'espère qu'on aura le temps de pouvoir répondre à ces questions. Mais pour l'instant, je donne la parole à Mel. Merci, Michel. Et évidemment, merci, Kate, et tous nos experts, nos panélistes pour une bonne discussion. C'est incroyablement important d'avoir les réactions des patients, des médecins et ceux qui font ce travail sur le terrain. Nous rendons tous compte du fait que ce qui est important dans ce travail, c'est de savoir si ces produits auront un impact sur les vies des malades, de leur famille et sur les systèmes de soins de santé. Ce que j'aimerais donc faire dans les 10 ou 15 prochaines minutes, c'est d'examiner quelques grandes évolutions du point de vue de l'Alliance contre la tuberculose et les impacts potentiels sur l'avenir de ce travail et sur la tuberculose. J'aimerais évoquer 4 thèmes principaux. Premièrement, comme Eugène et notre panel ont déjà présenté, c'est qu'il y ait une expansion significative de la participation dans les 3D, découverte, développement et livraison de nouveaux produits. Deuxième thème, c'est l'impératif de collaboration. Et non seulement de nouvelles collaborations, mais des collaborations de manière plus vaste et compliquée. Aussi, euh, nous, nous avons tous été touchés par la pandémie de COVID-19. On a déjà parlé de cela. Mais la pandémie de COVID a créé du chaos dans nos vies personnelles et professionnelles. Mais la question qu'il faut aborder, comme le député Beral a dit, c'est comment est-ce qu'on pourrait tirer les enseignements de cette pandémie et les appliquer pour améliorer l'avenir. Et dernièrement, beaucoup de progrès ont été effectués dans le domaine des thérapies et des traitements antituberculeux. Maintenant, la question, et Eugène a effleuré sur cela, c'est qu'est-ce qui se dresse sur l'horizon qu'on pourrait donc essayer de viser étant donné les réalisations que nous avons accomplies jusqu'aujourd'hui. Premièrement, pour la première fois, l'expansion de notre implication sur toute la chaîne de valeur, la découverte jusqu'au développement, jusqu'à l'accès et à la prestation de médicaments ou de services. Nous avons vraiment travaillé dans tous ces différents domaines de développement et de recherche clinique, mais maintenant, on est aussi impliqué dans le domaine de l'approvisionnement. Et c'est vraiment pendant cette année qui vient de s'écouler qu'on a témoigné d'un changement significatif au niveau des activités d'accès pour assurer la disponibilité de médicaments abordables et un accès équitable. Comme on a noté en résumé sur cette diapositive, maintenant, le prétomanide a été approuvé par la FDA et à peu près 15 autorités réglementaires, y compris, comme j'ai dit, la FDA américaine et la Commission européenne, dans un total de à peu près 45 pays. Aussi, le programme d'accès des patients désignés par Viatrice rend ce produit disponible dans les pays du monde où le produit n'est pas enregistré et plus de 45 pays maintenant ont pu acheter prétomanide. Les programmes de recherche opérationnelle, et merci à Kate d'avoir expliqué cela en détail, sont en cours ou sur l'horizon dans au moins 14 pays. Et évidemment, beaucoup sont dans le réseau de LiftTB. Et au total, pour l'Alliance et nos partenaires d'accès, c'était vraiment un travail énorme pendant une période de temps très courte, mais cela souligne l'expansion accrue des activités dans les domaines les plus importants de ce travail, c'est-à-dire de faire en sorte que ces nouvelles thérapies puissent être livrées aux patients qui en ont le plus besoin. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais donc rapidement évoquer le deuxième point.
Et j'appelle cela la collaboration, l'impératif de la collaboration. Comme vous avez certainement constaté dans les autres séances d'aujourd'hui, et Eugene l'avait souligné aussi, les partenariats ont été toujours la colonne vertébrale de cette alliance. Et cette alliance et le réseau de partenaires ont été impliqués dans tous nos domaines de travail, développement et recherche. Maintenant, nous allons ajouter d'autres pays et des entités qui représentent ce travail vraiment essentiel. Et même si ce partenariat était essentiel pour la poursuite de la recherche et du développement, ces partenariats seront aussi importants, sinon pour le travail de pouvoir acheminer ces produits aux patients qui ont le plus besoin. Mais nous travaillons de plus en plus dans un contexte plus compliqué et on dépend des collaborations, des consortiums plus compliqués. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est vraiment quelque chose qui a un grand impact sur notre travail. Prochaine diapo, s'il vous plaît. J'aimerais maintenant parler du sujet de toutes nos vies aujourd'hui, c'est-à-dire la COVID-19 et son impact sur le paysage de la tuberculose. Comme le député l'a évoqué aussi, la COVID-19 est devenue au cours des 2 dernières années la plus grande maladie infectieuse mortelle du monde, malheureusement. Mais en plus de cela, la COVID-19 a aussi provoqué une la COVID-19 a aussi aggravé la situation de la tuberculose dans le monde entier et on a perdu de vue notre focus sur d'autres maladies à cause de la COVID-19. Et on n'a pas pu réaliser l'objectif de continuer nos recherches en matière de TB, de tuberculose, dans beaucoup de pays. Donc, on a eu beaucoup de retard à cause de la COVID-19. Ceci dit, je pense que la COVID-19 a aussi éclairci une voie potentielle à suivre. Nous avons constaté un investissement sans précédent dans la recherche pour les vaccins, les diagnostics, les médicaments pour la COVID-19. Et cet investissement a réussi. Le pouvoir de la science ne devrait pas et ne peut pas être sous-estimé. Un progrès rapide contre les maladies pandémiques comme la COVID-19 et la tuberculose peuvent être effectués, mais il faut un financement adéquat. Et ça, c'est totalement clair d'après cette expérience de la COVID-19. Mais il faut être très clair aussi que les progrès et les avancées scientifiques contre les maladies comme la COVID-19 et la tuberculose ne peuvent pas être totalement réalisés sans avoir un accès universel qui assure un accès équitable. Heureusement, dans le domaine de l'accès équitable, c'est vraiment un sujet qui est vraiment abordé dans tous les partenariats et nous parlons tous de cette question d'accès équitable et mondial. Finalement, j'aimerais parler de la situation actuelle, ce que j'appelle euh, un changement, une évolution au niveau de nos objectifs de fin de thérapie contre la tuberculose. Nous avons déjà assisté à un changement sismique dans le traitement de la tuberculose, pas uniquement les données avec BPAD, mais aussi dans le domaine des traitements pour la TB sensible aux médicaments ou latente. Et je dois aussi reconnaître le progrès effectué par les organisations comme la ACTG, CBTC et d'autres dans ces domaines. Maintenant, la question qui se pose pour nous tous, c'est comment continuer à faire avancer ces progrès. C'est vraiment un accomplissement remarquable que pratiquement aucun patient maintenant avec aucune forme de tuberculose ne devrait nécessiter plus de 6 mois de thérapie. Quand on regarde le passé récent, il y a 2 ans, c'était très commun pour les patients avec une tuberculose résistante. Ça aurait été vraiment remarquable. Mais ayant vu les succès qui ont été
euh, possible grâce à la recherche dans ce domaine et grâce au pouvoir de la science comme le renseignement artificiel et d'autres systèmes. On devrait maintenant et on essayer de viser des objectifs plus robustes et agressifs. Et plus précisément, avec un financement adéquat, ce ne devrait plus être une chimère de penser qu'on pourrait traiter la TB, la tuberculose, avec une semaine de thérapie, comme nous faisons avec d'autres maladies bactériennes. Finalement, je ne peux pas oublier de remercier explicitement nos bailleurs de fonds qui nous ont permis de réaliser les progrès dont on a parlé aujourd'hui. À vous tous, un grand merci. Votre engagement pour éradiquer la tuberculose a déjà sauvé tant de vies et va avoir un impact encore plus important dans l'avenir. Et finalement, prochaine diapo, s'il y en a. Oui, donc un grand merci à tout le monde sur cet appel, à tous les participants. Et je pense que euh, on aura vraiment beaucoup d'espoir maintenant et il y a de la lumière au bout du tunnel. Merci Mel et d'avoir partagé cette vision de l'avenir du traitement et d'avoir parlé de beaucoup d'informations en très peu de temps. Nous nous approchons à la fin de notre webinaire, mais on aimerait vous remercier d'avoir parlé des pierres angulaires de toute cette conversation. Vous avez dit, euh, quand vous parlez des apprentissages, des enseignements tirés de la COVID-19, et beaucoup de questions ont été posées de manière différente dans la boîte à discussion. Et ce serait intéressant de répondre à quelques-unes de ces questions rapidement. En termes de fonds, il y a aussi non seulement la question de financement, mais aussi de l'urgence. Et beaucoup de questions portaient sur le fait de comment on pourrait accélérer ces études de TB et passer de la phase d'études à la phase de la recherche opérationnelle et la phase d'introduction, comme on a fait avec la COVID. Mel, si vous aimeriez tenter de répondre à cela. Et ensuite, on pourrait reprendre Stéphanie au niveau pays avec le programme national contre la tuberculose. Comment est-ce qu'on pourrait accélérer avec ces nouvelles innovations dans la recherche et avec une innovation plus vite, rapide? J'ai tenté de résumer cela dans mes propos. Les éléments dont on aura besoin qui ont été vraiment soulignés avec la COVID-19, c'est le financement, premièrement. Deuxièmement, la collaboration. Trois, franchement, il faut assumer des risques gérables. On ne peut pas se permettre d'attendre jusqu'à ce que chaque détail est vraiment achevé avant de vraiment déployer quelque chose dans une situation bien gérée. Et certainement, et finalement, il faut aussi, dès le départ, faire en sorte que tous nos progrès, ces avancées soient communiqués, transmis à tout le monde dans, dans- dans le monde entier. Oui, ces questions de risque gérées, mais aussi la sûreté des patients dans les essais ne doit pas être compromis. Mais on a vu avec la COVID qu'on pouvait assurer la sécurité, mais aussi prendre des risques accélérés. Et on a vu beaucoup de choses en parallèle avec la COVID-19. Et on a vu ces retards, ces délais plus courts d'aller de la phase 1 à 2 à 3 jusqu'au déploiement. Et on a eu cette compression avec la COVID-19. On a donc à assumer ces risques stratégiques, comme vous avez bien dit. Stéphanie, vous avez aussi parlé de votre expérience en Corée, mais cette compression de temps et la mise en œuvre de la recherche opérationnelle, est-ce qu'il y a des enseignements là pour un programme de tuberculose au niveau national? Si je pourrais me permettre, j'aimerais ajouter une chose en plus de ce que Mel avait déjà proposé. C'est aussi cette volonté politique au niveau national. Il faut établir cette volonté et maintenir la volonté. Aussi, il faut essayer de voir comment on pourrait profiter au maximum de ces enseignements de la recherche opérationnelle. Cette mise en œuvre de la recherche opérationnelle pourrait avoir un impact non seulement direct, mais aussi un impact indirect pour contribuer au renforcement des systèmes de santé dans un réseau dans nos réseaux. Ceci pourrait être une question de renforcement des capacités, de renforcement des systèmes de technologie et
nous pourrions élargir cela à la phase de passage à l'échelle. C'est ce que je voulais ajouter à ce que Mel a dit. Oui, c'est formidable, Stéphanie. Et Connie, je ne sais pas si tout le monde sur cet appel peut voir ce que vous avez mis dans le chat, mais est-ce que vous pourriez activer votre micro et lire cela parce que cela souligne vraiment les avantages du régime simplifié. Est-ce que vous pouvez partager ce que vous venez de taper? Oui, j'ai partagé cela euh, pendant la pandémie COVID. Comme j'ai dit auparavant, l'utilisation de PayPal était vraiment une grande réussite. Et avec la COVID-19, on a eu vraiment tous ces mécanismes en place et tous ceux qui ont été touchés par la COVID-19. Donc, c'était le fait d'avoir un régime de 6 mois qui était si bien toléré nous a permis de suivre ces patients en virtuel. Et donc, il était vraiment très gérable. Et je ne sais pas que, ce qu'aurait été notre expérience avec les patients avec une tuberculose résistante si on n'a pas eu donc tous ces mécanismes de télémédecine en place. Et maintenant, on pourrait continuer ces régimes parce qu'on a accès à ce régime et aussi nos programmes. Heureusement, nous avons des ressources pour pouvoir suivre les patients et qui ont accès à ces médicaments. Donc, nous sommes vraiment très reconnaissants et on espère pouvoir partager cette information à l'échelle globale parce que nous espérons, ou mondiale, parce que nous espérons que d'autres programmes pourraient en profiter aussi. Oui, Connie, ça, c'est l'un des objectifs de cette association des parties prenantes, c'est d'accélérer la transmission de ces enseignements tirés. Et comme vous avez décrit, en plus de la science de départ, le régime qui est aussi important, mais aussi la science additionnelle dans le développement de produits, mais aussi comment réfléchir à cela dans le cadre des systèmes de santé aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est également un aspect essentiel. Ce n'est pas uniquement le produit, ce sont aussi des programmes pour pouvoir livrer ces produits et il faut les optimiser aussi. Je suis conscient du fait qu'on est au bout de notre temps. L'une des questions essentielles, c'était la question de partenariat. Donc, très rapidement, quelques questions ont été posées par les collègues en Afrique du Sud sur la participation dans les essais cliniques, comment s'engager avec des communautés dans des contextes qui sont dépourvus de ressources, Mélanie, et ensuite, ou Stéphanie, pardon, et ensuite Kate. euh, Maintenant, je vais vous poser cette question en tant que panéliste. Et Roylyn aussi, cette idée de comment amplifier la voix des individus dans ce contexte. Et si vous pourrez ajouter quelques propos rapidement. Oui, vous savez, il y a des millions de patients qui tombent malades de la tuberculose tous les ans, mais il a fallu passer des années pour faire un essai clinique pour 200 ou 300 patients. Ce n'est pas simplement inacceptable, c'est vraiment ridicule. Nous devrions être en mesure, avec la bonne coordination, et l'Afrique du Sud est un très bon exemple parce que c'est le premier pays de nos jours pour la recherche clinique dans la tuberculose, mais on peut imiter cela de part et d'autre du monde. On devrait pouvoir, tout comme avec la COVID, faire des essais cliniques sur des mois, pas des années, avoir ce type de progrès, passer de façon facile de la phase 1 à la phase 3 et réduire ce chronogramme de 10 à 20 ans pour le développement de médicaments, le réduisant en fait autant qu'il a fallu pour la COVID. Très bien. Kate, très rapidement, des réflexions, des dernières réflexions. Oui, il faut toujours être sûr que tout ce que nous faisons est sûr pour les gens qui sont impliqués et que nous écoutons vraiment les gens qui prennent ces traitements. Et il faut les inclure dans toutes les étapes du processus. Je pense vraiment que quand un patient est vraiment écouté et a l'impression de faire partie de l'équipe médicale, c'est là que ça marche le mieux. Quand j'étais enceinte et j'avais la tuberculose, mon médecin m'a expliqué, m'a montré les résultats de mon foie. Il s'est assis avec moi. Je savais que j'avais confiance en mon médecin. C'était difficile, mais je me suis sentie un partenaire dans ce processus.
enfin, et votre soignant peut vraiment vous offrir cette occasion. Vous pouvez vraiment être un partenaire dans ce processus. Je veux qu'on se rappelle de cela. C'est merveilleux, Kate. Je suis ravie de conclure sur cette note parce que je pense que ces 90 minutes ont montré, vous l'avez bien démontré, comment accélérer le rythme, mais comment mettre l'individu et la communauté au centre de ce processus et puis comment assurer l'équité mondiale dans, euh, donc pour bénéficier de cette science remarquable. C'est ça la leçon de la COVID, mais il n'a pas fallu la COVID pour nous enseigner cela. Il y a eu le VIH et donc la tuberculose. Et je viens d'entendre parler de la publication d'un livre, le fléau fantôme, comment la tuberculose a façonné l'histoire. Et sur NPR, on disait il y a quelques jours qu'avant la Covid, la tuberculose était un grand tueur et continue de l'être. C'était là avant la Covid, ça continue d'exister pendant la Covid. Il faut vraiment qu'on retriple les efforts en fait, pas redouble en tant que clinicien, en tant que patient, en tant que médecin et chercheur, il faut qu'on aille plus vite, qu'on se concentre sur la communauté, qu'on mène le pas avec l'équité. Il faut vraiment continuer avec ces conversations de façon virtuelle avec les parties prenantes de l'Alliance à la tuberculose. Nous allons programmer davantage d'appels. Nous espérons qu'en 2020, 2022, nous pourrons même penser à une réunion en personne. Mais jusqu'à cette date, veuillez rester en sécurité, rester en bonne santé. J'aimerais remercier toute l'équipe pour avoir aidé à organiser cet événement et pour avoir euh, participé à cette discussion remarquable. Merci, Kate, de l'avoir dirigée. Je vous souhaite à tous une grande sécurité, une grande santé, un partenariat dans le travail qui nous attend. Un énorme merci. Merci.